Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Alter Ego, l'émission qui donne la parole aux femmes leaders et aux hommes alliés. Vous découvrirez comment, pour faire face aux grands défis du XXIe siècle, de nouvelles formes de leadership sont en train d'émerger avec des stratégies d'alliance puissantes. Nous n'avons pas encore assez de représentation de ce leadership féminin réinventé et surtout de la manière dont il se met en œuvre au sein des entreprises, dans les communautés et dans les réseaux. Tous les mois, avec Alter Ego, nous souhaitons vous faire découvrir leur vision du leadership, mettre en lumière leur parcours, ce qui les guide, ce qui les motive, qu'elles soient en politique, en entreprise, sportive, scientifique ou artiste. Aujourd'hui, nous recevons Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous êtes une femme au parcours jalonné d'engagement, à la parole qui compte. Vous êtes sensible aux questions relatives aux femmes, aux situations de déracinement, d'inégalité et aux difficultés dans l'éducation. Alors avant de revenir sur justement cette notion d'engagement et les engagements publics de ces dernières années, ceux qui vous ont propulsé au devant de la scène au niveau national et international, je vous propose de faire un saut dans le temps et puis d'aller à la rencontre de la jeune Najat pour comprendre ce qui a forgé votre identité et puis de découvrir vos valeurs. Donc quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant ? Ma foi, j'étais une enfant assez empêchée en fait, parce que j'évoluais dans un univers social qui n'était pas facile, on n'avait pas beaucoup de moyens pour dire les choses simplement, on ne voyageait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de loisirs. Donc d'abord, j'étais une grande lectrice, je lisais énormément et je crois que d'une certaine façon, ça m'a quand même sauvée parce que je me suis dépaysée par la lecture. Donc lisant énormément, très vite, je rêvais d'être écrivain dans une maison au bord de l'eau. Ah, oui. Un peu plus tard, j'ai été passionnée par une idée aussi, c'était de devenir un jour anthropologue. L'anthropologie est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressée, l'idée d'aller découvrir les modes de vie de tribus éloignées, enfin voilà. Mais bon, j'étais assez rêveuse finalement dans tout ça, c'est ce que j'en retiens. Ah, c'est très intéressant. Et alors, quelles étaient les valeurs peut-être que vous ont inculquées vos parents et que vous, en tant que parents, vous avez transmis à vos enfants ? C'est une très bonne question parce qu'il se trouve que j'ai des enfants aujourd'hui âgés de 13 ans, donc ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Et du coup, je vous avoue que je me projette souvent justement dans ces questionnements-là, même si leur enfance n'a pas grand-chose à voir avec la mienne par définition, mais j'essaye justement de retenir le meilleur de ce qui m'a été donné et de le leur transmettre à mon tour. Je retiens que c'est essentiellement cette phrase que me répétait souvent ma mère quand j'étais enfant et qui s'est avérée tellement juste. J'en ai d'ailleurs fait le titre d'un des livres que j'ai écrit, « La vie a plus d'imagination que toi, ma fille ». Et je trouve que cette phrase est très belle parce que ma mère qui n'a pas fait d'études, qui voilà, avait peut-être pas eu la chance justement de savourer toutes les opportunités de la vie, était capable néanmoins de m'insuffler un optimisme à toute épreuve. Et c'était particulièrement fort dans les moments où j'ai connu des échecs, moi aussi, vous savez, il ne faut pas croire, hein, comme ça, on voit une image, oui, il m'est arrivé de passer des concours que je n'ai pas eus, ou enfin voilà, de passer à côté de quelque chose auquel je tenais fort, et à chaque fois, cette phrase, elle venait me dire, mais pour une porte qui se ferme devant toi, sache que c'est autant de portes qui arrivent à s'ouvrir, et qu'à contrario, tu n'aurais pas ouverte si celle-ci s'était ouverte devant toi. La vie est faite d'opportunités. Donc, si je devais transmettre une chose à mes enfants, j'aimerais que ce soit déjà ça, cette confiance en la vie. La confiance en la vie. Alors, votre mère est donc une figure très inspirante pour vous. Très. Est-ce qu'elle a assisté à votre parcours ? Elle Oui. vous a vu évoluer dans ces différents environnements ? Oui, absolument. Elle a été d'abord très aimante. Elle est très aimante, donc c'est quelque chose qui est le socle de la vie, je crois. Vraiment, vous savez qu'on puise tous dans notre enfance et l'amour dont on a été ou pas suffisamment parfois entouré. Et puis c'est quelqu'un de foncièrement généreux. Je pense que vous avez évoqué le terme engagement tout à l'heure, le regard que je porte sur la vie, ma façon d'être au monde, qui, c'est vrai, est toujours dictée quand même par la curiosité aux autres et l'envie de faire en sorte que les autres aillent bien ou aillent mieux. Je pense que je le lui dois complètement. Alors, effectivement, on a parlé de cette notion d'engagement. Alors, chez vous, elle prend des formes multiples. Il y a des engagements pluriels. Alors, ça démarre à Lyon. Et alors, vous êtes d'abord élu,
très jeune, et puis vous enchaînez les postes au sein des ministères. Le ministère des droits des femmes, vous êtes porte-parole du gouvernement, ministre de l'Éducation nationale, et puis ministre de l'Enseignement supérieur. Quand je regardais le temps, je me suis dit, 5 ans, waouh! Alors, comment vous vous y êtes prise? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez... Parce que c'était un rythme important, mais comment vous vous y êtes prise? Qu'est-ce qui vous a emmené finalement dans cette ascension? Qu'est-ce qui vous a guidé? Il y a quelque chose d'un peu fou, je veux dire, on se mentirait si on se disait juste, c'est le résultat d'un travail, évidemment qu'il y a eu énormément de travail et d'efforts, vous l'imaginez, mais c'est aussi de la chance aussi, je pense, des opportunités que j'ai su saisir à un moment donné, et je crois d'ailleurs que s'il y a bien une chose à transmettre aux jeunes générations, c'est aussi la capacité à ouvrir les yeux sur les opportunités pour ne pas les laisser passer, au fond. Mais moi, c'est vrai que, vous savez, je venais d'une famille dans laquelle, à l'époque, mes parents n'avaient même pas la nationalité française. Donc déjà, l'acte citoyen de voter, voire de se projeter comme un jour étant élu, c'était quelque chose qui n'était pas du tout familier pour moi. J'ai fait des études de droit, puis ensuite Sciences Po. J'ai commencé ma vie active dans un cabinet d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à Paris. Et en réalité, ce qui a vraiment constitué un déclic pour moi, ça a été le 21 avril 2002. Le 21 avril 2002, ça n'est pas la gauche et la droite qui se retrouvent au second tour d'une élection présidentielle, mais la droite et l'extrême droite. Et là, je me suis dit, tu n'as pas le droit, au fond, tu n'as pas le droit d'assister comme ça, comme si de rien n'était, possiblement à un pays qui se défait, parce qu'on a ce risque-là. C'est fou de se redire ça maintenant, 20 ans plus tard. Eh oui. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais m'engager politiquement. Je fais les choses de façon très méthodique. J'avoue que c'est un peu ma nature. J'ai posé sur une table tous les partis politiques existants. Je me suis dit, quel est celui qui ressemble le plus à mes valeurs? Et clairement, c'était plutôt la gauche, pour des tas de raisons. Et le Parti socialiste, à ce moment-là, était celui qui me semblait être le plus en capacité d'exercer des responsabilités. Donc, du coup, je suis entrée au Parti socialiste comme simple militante. La vie m'a amenée à aller travailler à Lyon à ce moment-là. Puis de fil en aiguille, simple militante, travaillant avec des élus, je me suis dit, mais je vais me présenter moi aussi. Ça n'a pas toujours été si facile que ça. Alors justement, j'allais vous poser une question. Est-ce qu'il vous laisse l'espace, la place? Alors voilà. Bien sûr, si on voit la fin de l'histoire aujourd'hui, on dirait oui. Mais comment vous avez démarré justement? Parce qu'il fallait, entre guillemets, peut-être vous imposer, peut-être mettre en place votre style. Bien sûr, et puis en plus, vous savez, c'est toujours paradoxal, c'est-à-dire que tous les partis politiques vont vous expliquer qu'ils sont en recherche de nouveautés, de jeunesse, etc., de féminité. Et puis en réalité, vous réservent des circonscriptions ingagnables. Tout le monde sait ça très bien. Donc moi aussi, je suis passée par là, si vous voulez. Donc en fait, mes premières échéances électorales ont systématiquement été dans des territoires ingagnables pour la gauche. Mais j'y ai appris tellement en même temps. Et puis le fait aussi de subir parfois quelques avanies que j'ai subies aussi, comme le fait de vous présenter soit comme une représentante d'une communauté particulière et de ne vous voir que comme ça, soit comme un pot de fleurs qui est là pour faire joli et de vous ramener à votre physique, etc. Enfin, je veux dire, toutes ces avanies-là, vous aident à vous construire aussi parce que, évidemment, comme vous ne manquez pas d'orgueil, vous vous dites, mais enfin, je vaux mieux que ce qu'on raconte de moi, et donc vous vous mettez à travailler 6 fois plus. Et en fait, tout ça vous renforce à la fin. À la fin du jour, vous êtes peut-être plus solide que les autres. Et c'est comme ça, donc d'étape en étape, d'élection en élection, que finalement je suis élue et je passe une dizaine d'années dans la politique locale, élue à différents échelons, la ville, le département, la région. Et c'est comme ça que l'opportunité m'est donnée. Vous voyez, je parlais d'opportunité, de croiser le chemin de Ségolène Royal. Je crois qu'il faut vraiment la citer à ce moment-là parce qu'elle jouait un rôle important pour moi en 2007. Où elle me propose, parce qu'elle voulait un peu tout bousculer justement dans la politique un peu corsetée, d'être une de ses porte-paroles. Et c'est pour moi le grand bain de la politique nationale qui commence à ce moment-là, avec des codes que je ne maîtrisais pas du tout, parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique locale qu'on a tout compris à la politique nationale. Oui. Les médias, les meetings à plusieurs milliers de personnes, tout ça c'est quand même une nouveauté. Les polémiques naturellement. Bon, c'est une élection qu'on a perdue, vous le savez, mais qui m'a appris énormément. Et du coup, je suis repartie dans la politique locale. Là, j'ai commencé à gagner, y compris des territoires ingagnables. Je crois que c'est ça qu'il faut préciser.
Et puis ensuite, en 2012, eh bien, avec François Hollande, rebelote, campagne présidentielle. Il me propose à nouveau d'être porte-parole. Je crois que ça lui avait plu ce qu'il avait vu en 2007. Et donc, du coup, quand lui gagne l'élection présidentielle, je me retrouve dans son gouvernement et ça a été merveilleux. Donc, un sacré parcours. Très, très peu de temps, beaucoup d'apprentissage, des contre-coups aussi, forcément aussi des échecs. Apprendre à se positionner et là émerge donc j'allais dire la figure avec une expérience aussi qui pour moi a été importante quand j'ai relu votre parcours parce que vous avez été la première femme et à ce jour la seule à occuper la fonction de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ensuite. Première femme de l'histoire à être ministre de l'éducation, enseignement supérieur recherche. Exactement. Mais c'est surtout l'éducation. Parce que enseignement supérieur recherche, on avait déjà eu, c'était déjà arrivé. Mais éducation nationale, le premier budget de l'État, enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce que c'est en termes d'intensité, de charges symboliques. Nos enfants, l'identité nationale, parce que dans l'esprit des Français, l'éducation, c'est vraiment une question d'identité nationale, etc. C'était énorme, c'était énorme. En plus, c'est juste pour l'amusement, il se trouve que les 2 premières années du quinquennat dont on est en train de parler, je les ai donc exercées comme ministre en charge des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Ministre en charge des droits des femmes, j'étais ravie on y reviendra peut-être, mais c'était merveilleux pour moi. Ministre des droits des femmes, j'avais néanmoins le plus petit budget de l'État, le plus petit ministère, la plus petite administration. J'étais à un budget de 25 millions d'euros par an, en gros. Je passe ensuite ministre de l'Éducation nationale et enseignement supérieur recherche. Je me retrouve avec un budget de 95 milliards d'euros. Donc, on est vraiment dans une proportion tout autre. Et donc, du coup, le fait que pour la première fois dans l'histoire, ce soit une femme, d'abord, ça rend fou. Parce qu'on se dit, attendez, alors qu'on sait à quoi ressemblent les enseignants, qui sont pour l'essentiel, notamment dans le primaire, des femmes. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu de femmes avant? Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du sujet. Parce qu'en fait, quand un sujet est important, normalement, les hommes se le gardent. C'est évident. Mais les 2 autres points qui étaient vraiment frappants, c'est que j'étais aussi la première femme, par définition, issue de l'immigration, la première individu issu de l'immigration à exercer ce poste. Exactement. Et puis, la première ancienne élève de l'éducation prioritaire. Et ça, j'insiste sur ce point parce que ça a toute son importance. Je suis ministre de l'Éducation, passée par l'éducation prioritaire. Ça n'est jamais arrivé. Donc, en fait, je pense que je suis venue aussi avec des enjeux, avec des sujets que je considérais comme des priorités, que j'ai défendus, mais vraiment à corps perdu, parce que je savais ce qui était important. Je ne me trompais pas, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je ne me trompais pas de priorité. Absolument. Voilà. Ce qui donne aussi plus de poids à l'analyse qui est faite de par l'expérience qui a été vécue. Et alors, une très belle expérience. Quelle a été la part contributive de ce que nous, on appelle un peu ces hommes alliés dans ce parcours, dans cette construction? Qui ont été vos mentors? Qui vous ont aidé à peut-être à faire des choix, à vous positionner, peut-être à vous imposer aussi? Parce que, étant la première avec un cahier des charges aussi lourd... Alors, j'ai beaucoup aimé votre introduction et j'aime bien que vous ayez conservé cette notion d'homme allié. C'est tellement important parce que, vraiment, moi, je suis une féministe à tout crin. Et c'est précisément parce que je suis cette féministe-là que je le dis, on ne remportera pas de combat si on ne comprend pas qu'en fait on est tous dans le même bateau et que évidemment qu'il y a des hommes alliés et honnêtement beaucoup d'entre nous ne pourraient pas faire grand-chose si elles n'étaient pas entourées aussi de ces hommes alliés qui jouent différents rôles comme vous le dites, soit un mentor, soit un accompagnateur, soit quelqu'un qui vous rassure. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, d'abord parce qu'il se trouve que j'ai pour mari donc âme sœur, quelqu'un qui me comprend, qui m'accompagne, qui m'aide, qui était là quand il fallait, aussi bien pour gérer les enfants quand je ne pouvais pas, que pour philosopher avec moi et m'aider à construire ma réflexion. Est-ce que j'ai rencontré de vrais mentors? Oui, peut-être un qui a disparu malheureusement depuis, mais en tout cas quelqu'un qui m'a aidé à décrypter les codes de la politique. Et c'est vrai que ça, c'est éminemment important parce que quand vous commencez, vous savez,
Vous ne savez pas, votre toute première réunion de section du parti politique auquel vous adhérez, vous ne savez pas si c'est pertinent de prendre la parole ou de ne pas la prendre. Où est-ce que vous lisez ça? Il n'y a pas de vadémécum. Donc en fait, c'est vrai que trouver une personne qui puisse un petit peu vous éclairer sur tout ça du haut de son expérience, c'est merveilleux. Donc oui, j'ai eu plutôt de la chance. Après, je ne suis pas en train de dessiner un monde de bisounours. J'ai aussi rencontré ma part d'obstacles et de combats. Mais dans l'ensemble, je me considère chanceuse. Alors, bon, il y a cette chance, mais en faisant un jeu de mots, j'aurais tendance à dire que vous avez aussi aidé cette chance-là, parce que vous l'avez construite, vous avez appris, vous avez découvert, et puis vous vous êtes aussi inspiré de ce qu'il y avait autour de vous pour pouvoir construire finalement cette posture qui a été la vôtre. Quel a été votre plus beau moment pendant ces années? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus particulièrement? Les années de ministre. Les années de ministre. Non, je vous demande, est-ce que vous me posez la question sur les années de ministre ou depuis des années? Oui, non, depuis, on va dire les années de ministre déjà. On va voir, il y a une autre partie de carrière qu'on verra dans un second temps. Les années de ministre, c'est, je dirais, et ça d'ailleurs c'est une leçon importante à retenir, c'est que plus les combats sont durs à mener, plus vous vous en prenez plein la tête, plus le jour où vous le remportez, ce combat, mais c'est merveilleux. L'exaltation est totale. Et j'en ai des tonnes d'exemples. Je veux dire, que ce soit ministre des droits des femmes ou ministre de l'Éducation, il m'est arrivé de porter des réformes dures. Par exemple, on va sortir un instant de l'éducation, on va se retourner vers le ministère des droits des femmes. Oui. Je me souviens quand je porte ce texte de loi sur la question de la prostitution, qui est un sujet très délicat, qui déchaîne les passions, etc., et où je souhaite qu'on pénalise les clients de la prostitution parce que je veux qu'on fasse reculer la prostitution, dont je considère que c'est une violence faite essentiellement aux femmes. Eh bien, oui, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que je me suis pris dans la tête à l'époque. C'était affreux. Mais au bout de 2 ans et demi, et en allant chercher les députés les uns après les autres, en y passant des mois et des mois, eh bien, le texte est adopté. Et ça, c'est l'exaltation qu'on ressent à ce moment-là. Ça n'a pas son égal. Donc, je dirais que c'est ça, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est de combats remportés. Des combats remportés, la capacité à fédérer aussi et à engager les personnes derrière la cause qui est la vôtre. Alors, on va changer de décor. Vous êtes dans le public et on bascule sur la partie privée. Donc là, vous rentrez chez Ipsos comme CEO Global Affaires. Et puis, j'ai le sentiment, en regardant votre parcours, que c'est là que cette notion d'engagement commence à prendre des formes multiples, qu'elle devient exponentielle, puisqu'il y aura la partie transmission, puisque vous intervenez également à Sciences Po. Moi, j'aimerais bien... Alors, vous intervenez à Sciences Po, j'ai trouvé très subtile cette manière d'arriver, parce que finalement, vous continuez à influencer le débat public, à la fois avec la manière de transmettre votre vision, tout votre savoir-faire, toute l'expertise que vous avez eue sur le terrain. Et puis, il y a cette collection Raison de plus. Alors, à ce stade-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous motive dans cette étape professionnelle? Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas très compliqué de lire mon parcours en réalité. En 2017, le quinquennat se termine. Je me dis, j'ai une 40aine d'années à l'époque, je me dis, je ne veux pas être comme un hamster dans sa roue. Vous savez ce que je reproche un peu au monde politique, c'est-à-dire même quand on perd une élection, allez, on y retourne tout de suite. Non, maintenant, c'est que les gens ont mal compris. Non, je veux dire, il y a eu quand même un message qui a été passé. Je pense qu'il fallait un peu laisser la place aux autres. Et pour ce qui me concerne, en plus, je me disais... c'est l'occasion aussi de prendre du champ et de m'investir notamment dans le secteur privé, parce que quand on est politique, quand même, on parle souvent de l'entreprise. Oui. Alors, non pas que je n'avais pas eu de carrière dans le monde du travail avant, mais j'étais en cabinet d'avocat, c'est peut-être un peu différent. Donc là, je rejoins en effet une entreprise internationale, Ipsos, qui est basée dans une 40aine de pays différents, et je prends cette responsabilité où je suis amenée à faire des études internationales sur l'état du monde, en fait, l'état des opinions publiques dans le monde, plus exactement, sur des grands sujets qui nous concernent tous, la montée des populismes, les questions de backlash sur le féminisme, par exemple, l'anxiété environnementale, enfin, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête des gens, les biais psychologiques, les biais cognitifs et tout ça. Et donc, je passe 2 ans dans cette entreprise, finalement, à observer et à décrypter. Et puis, au bout de 2 ans, ce qui me reprend, et c'est là que je dis, il y a une cohérence dans tout ça, c'est oui, mais c'est bien d'observer, mais il faut agir, quoi. Et donc, en fait, je me laisse tenter par cette chose-là, et je rejoins, du coup, cette ONG, One, dont je prends la direction.
Alors One, c'est une très très belle histoire aussi, parce que en fait, c'est une ONG qui a été créée au début des années 2000 par Bono, le chanteur de U2, et qui est, One Campaign, One, qui est une ONG. En fait, pourquoi est-ce qu'elle arrive en 2000 ? Parce que on est en pleine épidémie du sida, donc épidémie globale, mondiale. Les trithérapies enfin arrivent, donc la possibilité qu'on puisse avoir le sida, mais vivre néanmoins. Et malgré cela, dans les années qui suivent, en Afrique subsaharienne, vous avez 7 millions de personnes qui meurent du sida parce que le coût est tellement exorbitant qu'elles sont inaccessibles. Et c'est ce scandale-là qui fait que Bono va donc créer cette ONG qui perdure depuis, qui va se spécialiser sur le plaidoyer pour faire en sorte qu'on lutte contre les maladies évitables. C'est ça le terme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire quand on a des traitements, ils soient vraiment accessibles au monde entier. Et donc évidemment, le Covid-19, vous voyez un petit peu l'intérêt. Donc tout notre plaidoyer autour de l'équité vaccinale, du partage de doses, de la levée des brevets sur les vaccins, etc. Parce que c'est pas possible en fait de laisser mourir des gens de maladies qu'on sait éviter. Et puis en fait, l'ONG, de ces questions de santé mondiale, s'élargit aux questions d'extrême pauvreté de manière générale. Absolument. Et de tout ce que ça vous empêche d'être et de faire. Accès à l'éducation, accès à l'alimentation, santé, etc. Donc je rejoins cette ONG en me disant, en fait, là, je vais renouer avec l'engagement, un engagement différent. Différent, absolument. Alors, et en plus, vous le faites. Alors, une période en mars 2020, là, vous prenez votre poste. Comment vous arrivez à devenir dirigeante en pleine pandémie ? C'est une bonne question. Là aussi, c'est pour ça que la vie a plus d'imagination que toi. Vous imaginez, je prends la décision de rejoindre One avant que le Covid nous oblige à confiner, etc. Oui, parce que grosso modo, on prend cette décision entre le mois de décembre et de janvier et on se dit, on se donne quelques temps avant de commencer en mars. Et en fait, je commence quasiment au moment où on est tous arrêtés et tout ça, et je commence en visio en fait. Donc du coup, ça n'a pas été simple, mais je pense que beaucoup de gens ont été confrontés à ça. Mais en même temps, c'est formidable. Et pour revenir à ce que vous me demandiez tout à l'heure, raison de plus, cette collection d'ouvrages donc chez Fayard, c'est une collection que j'ai créée qui est vraiment pour moi une conclusion de ce que j'ai vécu en politique. Quand j'étais en politique, j'ai trouvé insupportable la vacuité du débat public, la vacuité vraiment absolue. Et franchement, on ne peut pas dire que ça se soit amélioré. C'est-à-dire que tous les jours, sur des sujets dont je voyais l'importance, notamment dans l'éducation par exemple, où je savais que la recherche vous disait que c'était dans ce sens-là qu'il fallait aller, etc., je voyais que la couverture qui en était faite dans les débats, les polémiques, etc., était complètement à côté de la plaque, complètement. On attirait l'attention des gens sur tel faux problème, passant allègrement à côté des vrais problèmes. Par exemple, la question des inégalités sociales à l'école, qui est beaucoup plus importante que... d'autres qui sont en permanence mises en lumière. Bon, et donc, du coup, je me suis dit, maintenant que je ne suis plus en politique à proprement parler, je vais créer cette collection pour inciter les chercheurs à venir partager avec le grand public dans un langage le plus accessible possible le résultat de leur recherche et qu'on puisse un petit peu, finalement, faire en sorte que le débat devienne de plus en plus éclairé. Éclairé et puis finalement factuel et concret pour ceux qui ont envie de prendre des initiatives et de s'engager. Absolument. Donc il y a le lien avec l'anthropologue d'antan. Oui, d'une certaine façon. Et enfin, la question de l'enseignement que vous avez évoquée aussi tout à l'heure, l'enseignement, c'est aussi, en fait, finalement, j'ai l'impression que je passe mon temps à tirer des fils de mon expérience politique, mais c'est aussi une leçon d'expérience politique. Absolument. Parce que vous savez, quand j'étais ministre, par exemple, des droits des femmes, je me suis rendu compte qu'il y a plein de problèmes, en fait, qu'on arriverait à résoudre pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, si tant est juste que les gens savaient comment faire, les gens qui ont les leviers pour le faire. Absolument. Les gens qui sont, je ne sais pas moi, en charge des ressources humaines dans une grande entreprise, en charge du budget dans une collectivité, sauf qu'en fait, ils ont appris ça nulle part. On leur a jamais donné des cours de, vous savez, qu'en agissant sur tel levier, en faisant telle étude d'impact, etc., vous pourriez, en l'espace de peut-être 3-4 ans, résorber le problème. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est cette formation-là qu'il faut créer. D'où le choix de Sciences Po, parce que je trouve que c'est une école dans laquelle on trouve des gens qui, demain, vont exercer beaucoup de ces métiers que je viens de dire, dans le public, dans le privé. Et donc, je me suis dit, allez, on monte un programme qui s'appelle donc Égalité femmes-hommes et politique publique, dans lequel on leur apprend, on accélère le temps, on leur apprend à, aussitôt qu'ils prendront leurs responsabilités demain, savoir sur quel levier agir pour résorber les inégalités.
Et pour le lien avec l'Afrique, figurez-vous qu'on a monté un partenariat donc, avec une université marocaine à Marrakech pour avoir le même type d'enseignement là-bas. Donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, on touche ceux qui seront les futurs décideurs, on leur donne, on les outille déjà, et en fait, ce qu'on va attendre, c'est qu'une fois en poste, on ait les premiers résultats. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à là? Est-ce que vous allez jusqu'à la mise en place? Est-ce que vous allez observer ce qu'ils viennent retémoigner dans ces cours que vous faites? Oui, c'est ce que je souhaite absolument. Alors le programme existe depuis 3 ans, donc on n'a peut-être pas encore suffisamment de recul, mais c'est comme ça que je leur présente les choses. C'est-à-dire que d'abord, moi je souhaite vraiment que se crée une espèce de communauté en quelque sorte, et que quoi que deviennent ces formés qui seront passés dans notre formation, eh bien, ils se retrouvent plus tard, il y ait un échange, il y ait une forme de solidarité entre eux qui permet aussi d'avancer plus vite. Et puis deuxièmement, les cours actuels tels qu'ils ont lieu, de toute façon, c'est toujours 50% de théorie et 50% de pratique. Et donc, la moitié du temps, ce sont des acteurs de l'entreprise, des femmes, des hommes, ou des institutions internationales, etc., qui viennent raconter. Donc, en fait, par exemple, on a fait une séance de théorie sur la question du genre en santé. Vous savez que c'est un vrai sujet. Eh bien, ensuite, on a une actrice qui vient raconter les faits, comment ça se déroule, pour qu'on ne soit pas simplement dans les limbes. C'est très, très intéressant. Alors, nous, on suivra avec beaucoup de plaisir, justement, cette évolution, parce que là, il y a vraiment cette notion de transmission qui est illustrée et qui prend corps, avec finalement une vision, des visions qui s'agglomèrent. Et finalement, c'est un petit peu ça qui va caractériser ces nouveaux leaders. Alors, est-ce que vous avez peut-être une manière de vous définir en tant que leader? Parce que vous avez créé, appris, transmis. Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas évidente, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que du coup, comme vous l'avez compris, je suis passée du monde de la politique et des responsabilités ministérielles au monde du secteur privé, au monde des ONG. Donc on parle bien de 3 mondes différents. Univers, oui. Eh bien, j'ai remarqué que ça n'est pas le même leadership qui est attendu dans chacun de ces 3 univers. Ça n'est pas le même management d'équipe qui est attendu dans chacun de ces univers. Et je trouve d'ailleurs que c'est une conversation qu'on devrait avoir plus souvent, parce que sans doute chacun des univers enrichirait considérablement l'autre si on partageait un peu ces expériences-là. Je vous en donne un exemple. Il y a un côté très descendant dans le leadership qu'on exerce sur son ministère quand on est une responsable politique. Il y a un côté en revanche complètement horizontal sur le leadership qu'on exerce quand on est à la tête d'une ONG. On va être beaucoup plus dans du collaboratif. L'idée n'est pas que toutes les idées viennent de vous avec la vision unique de vous, mais bien au contraire que chacun contribue, et sans doute que ça devrait d'ailleurs un peu plus alimenter, inspirer le politique ou le secteur privé. Tout à fait. Bon, donc du coup, quel est mon leadership à moi ? En fait, je vais vous dire, je pense que je me comporte dans le management de mes équipes comme je me comporte à l'extérieur avec les gens. C'est-à-dire qu'en fait, je suis assez curieuse, je suis vraiment sincèrement curieuse des autres. Donc, de manière générale, même si c'était plus descendant un peu plus dans mon administration en politique, j'aime bien quand même que la décision soit discutée, construite ensemble, etc. Voilà comment je le qualifierais, ce leadership. Ça, c'est très, très intéressant. Je pense que ça inspirera pas mal de nos téléspectateurs, justement, de comprendre ça et puis de mettre en lumière, justement, cette différence. Parce que je pense qu'il y a une forme de mutualisation qui peut être faite. Oui. Et puis comme vous êtes dans cette phase de transmission aussi, ça peut être aussi une manière finalement de se dire, est-ce que je suis plus fait pour cette partie plus publique? Est-ce que je suis plus fait pour cette partie privée? L'ONG reste un secteur qui est peut-être encore méconnu. Il y a des grandes enseignes, mais il y a peut-être d'autres aussi sur lesquelles je pense qu'il peut y avoir des formes d'intérêt pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors vous êtes, on a dit, une maman, une épouse, un entrepreneur. Si vous aviez 3 conseils à donner à nos téléspectateurs justement sur ce parcours qui est très riche, le vôtre, où ils se diraient finalement peut-être que j'ai envie de la suivre sur cette dimension dans l'ONG, dans cette manière de s'engager, si j'avais éventuellement envie d'aller plutôt dans la politique, si j'avais envie d'être dans l'entreprise, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner ou peut-être des éléments de prévention ou des points d'attention avant de s'engager dans ces voies-là? Écoutez, si j'en crois
les questions qu'on me pose quand je forme justement des plus jeunes générations, je crois que la question un peu obsédante pour beaucoup de gens, c'est est-ce que je serai à la hauteur d'eux? Est-ce que moi, vous pensez que je serai en capacité d'eux? Et donc, c'est plutôt à cette question-là que je répondrai, puisqu'elle angoisse tellement de gens. Par exemple, est-ce que je serais moi en capacité d'exercer des fonctions politiques alors que je n'ai pas le bon diplôme, je n'ai pas fait les bonnes études, etc. Absolument. Mon Dieu, mais arrêtez tout de suite avec cette question. La politique, ça n'est pas une question de diplôme, ça n'est pas une question de je ne sais pas quoi, d'expertise. Ça n'est même pas une question de savoir est-ce que je suis le meilleur dans mon domaine par rapport à d'autres. Non, non. La politique, il n'y a qu'une question à se poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que si vous ne vous exprimez pas, vous ne vous mêlez pas de ce qui est en train de se passer, les choses risquent de se défaire devant vos yeux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en vous mêlant de ce qui est en train de se passer, potentiellement ça irait mieux parce que vous savez comment il faudrait faire globalement. Et ce, à l'échelle d'un quartier, d'une université, d'une ville ou d'un pays, ou voire plus. Donc, en fait, c'est ça la seule question à se poser. Si vous avez ce sentiment-là qui vous prend aux tripes, c'est que vous êtes fait pour la politique. Go, allez-y. Tout le reste, ça s'apprend. Ça s'apprend de prendre confiance en soi, de trouver l'éloquence. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de conseils parfois très, très, très surprenants. Mais par exemple, il se trouve que j'ai un jeune frère qui fait du théâtre. Et un jour, justement, je m'ouvrais à lui du fait que, parce que moi aussi, j'ai connu le trac. Je lui disais, je suis un peu angoissée parfois, juste avant de monter sur scène ou d'aller dans un débat compliqué à la télé, en face de Marine Le Pen ou que sais-je. Et il m'a dit une chose, justement, comme homme de théâtre, il m'a dit quelque chose qui m'a été extrêmement bénéfique. Il m'a dit, écoute, la prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation, il faut que mentalement, tu t'extrais de toi-même. Tu t'extrais et tu te regardes. Comme si tu étais un réalisateur en train d'observer une scène, que tu guidais les acteurs. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que, étant hors de toi et te regardant comme un personnage extérieur, tu seras beaucoup moins sévère envers toi. Parce que si tu réfléchis bien, tu es toujours plus sévère envers toi-même que tu ne l'es envers les autres. C'est vrai, hein, notamment nous les femmes, on n'est tellement pas indulgentes envers nous-mêmes, c'est une catastrophe. Donc il m'a dit, regarde-toi de l'extérieur et du coup, tu vas voir, parce que tu te mettras sur le même niveau que les autres, que en fait, les autres, ils sont loin d'être meilleurs que toi et que le plus souvent, en fait, tu es meilleur que... Donc, en fait, ce type de conseil m'a été vraiment très, très profitable et j'en fais partager, je le fais partager, voilà. Merci beaucoup. Alors, dans le cadre de la préparation de l'émission, je vous avais dit, est-ce que vous avez un objet qui vous accompagne depuis longtemps, oui. Auquel vous tenez tout particulièrement? Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de cet objet? Oui, alors je suis désolée parce que ça va peut-être vous paraître banal, je ne sais pas. Je vais vous expliquer. En fait, mon objet, moi, c'est mon téléphone. Voilà, je le montre. Je le montre pour plusieurs raisons. C'est très paradoxal d'ailleurs. Je passe un temps infini sur mon téléphone, comme nous tous, tout ça est très banal. Je suis confrontée à cette difficulté qui est que je passe aussi un temps infini à dire à mes enfants « arrêtez de regarder les écrans ». Ce à quoi ils répondent « lève le nez de ton écran ». Bon, donc en fait, c'est cette difficulté-là d'être mère d'adolescent dans un monde où on sait bien que c'est quand même très compliqué. Tout est là-dedans pour moi. Parfois, je perds un peu des morceaux de mémoire, alors je passe mon temps à photographier en essayant de capter le plus possible les choses. C'est dans ma galerie photo. Et surtout, pourquoi est-ce que je voulais vous le montrer? Parce que par ailleurs, il se trouve que ce téléphone rouge, je ne suis pas en train de faire de la pub pour une marque, mais enfin bon, vous allez comprendre. En fait, c'est un téléphone donc Product Red. Et Red, en fait, c'est le deuxième pilier de One. One, l'ONG dont je vous ai parlé. Absolument. En fait, One a ce pilier qui s'appelle Red, qui consiste à faire financer par des grandes entreprises, en l'occurrence celle-là, la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et comment est-ce qu'on fait? En fait, on s'entend avec ces grandes entreprises, dont Apple fait partie en l'occurrence, pour qu'un produit soit complètement dédié à ces recettes-là. C'est-à-dire que tous les téléphones de cette couleur-là, de cette marque-là,
il faut savoir que les bénéfices sont reversés au Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, donc essentiellement pour l'Afrique subsaharienne où les besoins sont criants. Donc je suis assez heureuse parce que du coup ça vous permet aussi de faire le lien entre les trois mondes. Parce qu'en fait je les ai jamais vraiment quittés. C'est-à-dire que oui, je suis dans le monde des ONG aujourd'hui, mais moi je suis convaincue que le secteur privé a un énorme rôle à jouer. Voilà, c'est un peu comme quand vous dites on a besoin des hommes alliés pour avoir des femmes leaders. On a besoin d'un secteur privé fort pour espérer que les pouvoirs publics le soient aussi et pour que les ONG y trouvent leur compte finalement dans leur plaidoyer. Et alors, ce téléphone-là qui vous suit, qui a à la fois un symbole, qu'est-ce qu'il pourrait raconter de vous? Est-ce qu'il a vu des moments forts? Est-ce qu'il a capté des images Mon Dieu, très importantes? Tellement tellement. D'abord, moi, j'ai une chance, je crois, c'est que depuis la toute première fois où j'ai pris un abonnement téléphonique, et je l'ai pris sur le tard par rapport à... Je pense que je devais avoir peut-être 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, depuis la toute première fois, j'ai le même numéro de téléphone. J'ai réussi, malgré les changements d'opérateurs multiples et variés, les téléphones cassés, tout ça, j'ai réussi à avoir le même numéro de téléphone. Donc, déjà, j'ai une chance, c'est que j'ai des SMS qui remontent à cette époque-là. Vous imaginez ce que ça signifie? Bon. Et puis, quoi d'autre? Mon téléphone, il contient aussi, évidemment, la presse que je lis. Il contient un nombre invraisemblable de notes. Vous savez, les fameuses notes sur lesquelles j'écris des choses tellement diverses. Voilà, c'est un plaisir de temps en temps de retomber dessus. Merci beaucoup pour ces partages. Je voulais d'abord vous remercier profondément pour cet échange parce qu'il a été ouvert, parce qu'il a été authentique sur plein de passages de votre vie. Aussi parce qu'il est suffisamment inspirant et passionnant pour ouvrir les voies à ceux qui nous écoutent et à se dire finalement je peux choisir, je ne suis plus obligée de m'enfermer dans un monde, je peux en découvrir, il existe des passerelles et dans ce que vous nous avez partagé, on trouve effectivement ces passerelles. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Est-ce que je peux rajouter juste un mot? Parce que je me rends compte que ça peut intéresser quand même notamment vos auditrices et auditeurs, j'espère. Absolument. C'est que, vous savez, la question qui se pose en permanence quand on mène une vie aussi trépidante et intense ou engagée, c'est la question des enfants. Oui. Et je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une incompatibilité entre avoir des enfants, une vie personnelle réussie et heureuse, et un engagement aussi intense. Bien sûr que vous regrettez de ne pas avoir suffisamment de temps dans une journée où vous voudriez qu'elle fasse 72 heures au lieu de 24, bien sûr. Mais en fait, moi, ma grande leçon de vie, c'est que les enfants ne sont jamais un handicap pour réussir votre carrière, que ce soit dans le privé ou politique. Qu'au contraire, c'est ce qui vous arrime au sol, c'est ce qui vous arrime à la vie, à l'engagement pour demain, au fait de se projeter dans les défis qui nous attendent et de vouloir agir. C'est ce qui vous donne de l'énergie, du sens. Et donc, voilà, je ne voudrais jamais que des jeunes générations se disent « Non, mais il faut que je fasse un choix, donc je vais plutôt sacrifier ça ou ça ». Ce n'est pas vrai, on n'est pas obligé de sacrifier. Merci pour ce mot de la fin qui, à mon avis, donnera vraiment la poussée parce que c'est vrai, je dois faire le choix. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je m'engage en carrière? Est-ce que je m'engage en politique? Est-ce que je suis une mère? Finalement, on peut faire les deux. Donc, je vais chaleureusement remercier les équipes du Pendo, nos chers téléspectateurs. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'une autre femme leader ou d'un homme allié pour découvrir justement cette nouvelle vision du leadership féminin. À très bientôt. As for